Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons partir du côté de la Russie pour découvrir comment s'est déroulée la période de la détente lors de la guerre froide. Pour cela, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Édouard Rossini, accompagné de notre invité Flavien sur le terrain. Alors, Édouard Rossini, comment cela se passe? Eh bien écoutez Alexandre, tout a l'air de bien se passer pour le moment. À vrai dire, ce que nous avons vécu, ce n'est pas vraiment une guerre comme nous l'entendons généralement, mais bien une guerre froide. C'est-à-dire que c'est un conflit qui n'a pas d'armes, c'est-à-dire pas de mort ou quoi que ce soit. Oui, c'est exact. En ce moment, pour nous, les Russes, la vie est belle, le temps est beau. Nous sortons de la période de détente. Alors, vous savez, moi, je ne m'en fais pas. Comme vous le voyez Alexandre, il n'y a pas de souci à se faire sur ce que les Russes viennent de vivre. Guerre froide, détente, cela fait beaucoup de termes à déchiffrer. Je vous propose donc d'écouter Florine afin de mieux vous y retrouver. La détente est la période de la guerre froide qui s'étend de 1963 à 1979. Donc elle commence par la crise des missiles à Cuba en 1973 et elle va jusqu'à la prise de l'Afghanistan par l'URSS et la montée au pouvoir de Ronald Reagan aux USA. Mais qu'est-ce que le mot détente, Florine? L'utilisation de ce mot sert à imposer une certaine métaphore à propos de cette période de coexistence pacifique entre l'Est et l'Ouest, donc entre principalement les États-Unis ainsi que l'URSS. C'est en quelque sorte une période de quiétude et de relaxation durant la guerre froide. Je vous remercie d'avoir éclairci tout ça, Florine. Maintenant, repartons du côté de Édouard et de son invité afin de comprendre les origines de la détente. Je crois savoir que divers événements sont à l'origine de cette période, notamment la fin de la crise de Cuba, la guerre d'Algérie et la rupture sino-soviétique. Est-ce bien cela, Fabien ? Oui, cela est juste. Il y a eu divers événements importants qui ont conduit à cette phase de relaxation. D'ailleurs, en ce moment, des réunions ont lieu entre les pays européens, l'URSS, les États-Unis ainsi que la Chine. Et un élément peu négligeable qui a fortement aidé à la communication entre les États-Unis et l'URSS est le téléphone rouge. Le téléphone rouge, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, Florine? Bien évidemment, le téléphone rouge est en fait une ligne directe entre la Maison Rouge et le Kremlin, qui a été établie le 30 août 1963, peu de temps après la crise de Cuba, car avant, le téléphone était le seul moyen de communication entre les deux pays, mais il prenait beaucoup trop de temps à leur goût. Donc cette ligne de communication est en fait beaucoup plus facile et beaucoup plus directe, et elle a fait une grande aide pour éviter des guerres nucléaires. Merci encore pour toutes ces précisions. Édouard, parlez-nous des différents accords. Oui, on m'a dit qu'il y a eu la signature d'accords et de traités entre l'Ouest et l'Est, si j'ai bien entendu. Oui, parfaitement. Ces traités visaient en fait à limiter les armements. Je comprends mieux pourquoi on appelait ça la guerre froide maintenant. Tout cela est bien beau, mais connaissons-nous vraiment les objectifs de cette détente? Durant la détente, l'objectif est de diminuer tout risque de guerre nucléaire. Voilà ici encore une des raisons de pourquoi nous avons décidé de donner le mot détente à cette période de la guerre froide. Il faut savoir que l'ONU débat depuis une paire d'années sur le désarmement, tout en contrôlant cela de la manière la plus adéquate qu'il soit. Je pense que passer la parole à Flavien serait dans ce cas le plus opportun, car c'est un témoin direct des faits. Très bien. Retournons vers Édouard pour voir ce qu'on peut tirer comme information. Je sais que je vous pose beaucoup de questions, Flavien, mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais continuer. Pas de souci, allez-y. D'accord. Dans ce cas, pouvez-vous me parler de la décision de désarmement de l'ONU ? En 1963, le traité de Moscou est signé et il vise à interdire les armes nucléaires. Et en 1968, un autre traité a été signé visant aussi à interdire les armes nucléaires, sauf qu'il n'a pas été signé par la Chine et la France. C'est dingue, mais comment savez-vous toutes ces informations ? En fait, même si cet événement ne m'atteint guère, j'aime tout de même m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays. Vous êtes vraiment un très bon citoyen. Merci. Merci Édouard. Je vois que votre invité est très informé sur le sujet. Cela est très bien pour notre reportage. Avez-vous des choses à rajouter, Florine? Oui, en 1972 apparaissent les accords SALT I. Il faut savoir que ces accords avaient pour mission de limiter les antimissiles aux États-Unis et en URSS. À partir de cette date et pour 5 ans maintenant, les armes nucléaires offensives de ce genre devaient être régulées, voire totalement supprimées. J'ai entendu dire qu'en 1979, le SALT II était apparu. C'est encore exact, c'était concernant les lanceurs à ogives. Je vois que ces dernières années ont été très prospères. Allons vérifier. Oui, Alexandre. Eh bien, à vrai dire, j'ai entendu la même chose. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde doit se reconstruire. Le monopole américain est fini. Ce temps est révolu. Maintenant, des nouvelles exportations se font et principalement la Chine et les pays de l'Est jouissent d'une prospérité économique et c'est bien sûr lié à la détente. Merci de votre temps, monsieur Flavien. Avec plaisir. Bonne soirée et merci Merci à vous, Édouard et Flavien, pour ces précieuses informations, ainsi qu'à vous, Florine, et vos claires explications. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Je vous souhaite une agréable bonne fin de journée.